ont répondu présent, ont accepté d'être parmi nous ce soir. Vous en voyez 8 actuellement à la table. Il y a une 9e personne qui devrait nous rejoindre, je l'espère, dans les minutes à venir, mais j'ai pris l'initiative de démarrer relativement à l'heure, pour pas passer non plus trop tard. Dans les points d'organisation, j'ai demandé à la mairie de mettre à l'entrée de la salle une table avec du papier, des stylos. Donc si vous souhaitez poser des questions et que pour des raisons X ou Y, vous ne voulez pas ou ne souhaitez pas prendre le micro, vous pouvez pendant toute la soirée écrire vos questions, les amener ici, et moi je me charge de poser ensuite votre question aux candidats. Pour finir de vous expliquer comment on fonctionne, ça c'est la méthode old school. L'objectif de porter le programme qu'a porté Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, l'Avenir en commun, qui a réuni au niveau national plus de 7 millions d'électeurs et qui, dans notre circonscription, a réalisé le score de 28%, environ un petit peu moins, de près de 28% des voix. Pourquoi je porte ce programme? Parce que notre circonscription, comme le pays tout entier, je crois, est confronté à un certain nombre de difficultés, ce que nous on a appelé une crise sociale, une crise écologique, une crise démocratique. Et je pense qu'il est temps d'apporter et de proposer des réponses et des solutions concrètes à ces différentes crises. Crise sociale, ça a été dit, avec un taux de chômage qui atteint aujourd'hui des records, et dans notre circonscription, dans les quartiers populaires, qui dépassent des fois les 40-45%, en particulier chez les jeunes. Et donc là, il me semble que les politiques qui ont été mises en place ces dernières années, qui se focalisent uniquement sur la question de la réduction du coût du travail, en réalité sont tout à fait inefficaces. On nous avait promis avec le pacte de responsabilité qui a été mis en œuvre des créations d'emplois, on voit qu'elles n'ont pas eu lieu. Je pense et je défends une toute autre logique, et une logique au contraire de relance de l'activité économique. Et dans le programme L'Avenir en commun, on propose un plan d'investissement de 100 milliards d'euros dans la transition écologique, l'économie de la mer, le numérique, les services publics, pour relancer la machine économique et permettre enfin de créer des emplois dans ce pays. Deuxième chose pour créer des emplois, c'est partager le temps de travail. Le partager dans la semaine en appliquant réellement les 35 heures, le partager dans l'année, et on propose pour ça une 6e semaine de congé payé, et le proposer dans la vie. C'est pour ça qu'on défend l'idée de revenir à la retraite à 60 ans. La crise sociale, c'est aussi augmenter les bas salaires et les pensions de retraite qui sont beaucoup trop basses aujourd'hui. Là, je voudrais dire que moi, je regrette quand même l'absence de la candidate d'En Marche, de M. Macron, parce que je pense qu'il y a un débat qui doit avoir lieu sur les différentes solutions qui sont proposées aux Français. Et pour ma part, par exemple, je suis en désaccord avec l'idée d'augmenter la CSG sur les retraites. Vous savez que pour les retraités qui gagnent 1 200 euros de pension de retraite, c'est à peu près 250 à 300 euros qu'on va leur ponctionner sur leur retraite. Crise sociale, j'en ai parlé. Vous m'interrompez si vous voulez m'interroger. Crise écologique. Dans une minute, je vous coupe. Eh ben, je vais faire en 1 minute. Crise écologique, ça a été dit également tout à l'heure, et je partage un certain nombre des propositions qui ont été faites. Pour notre part, on propose l'idée de se fixer ce qu'on a appelé une planification écologique, c'est-à-dire d'organiser la transition écologique de notre économie et de se fixer par exemple sur la question énergétique l'objectif de 2050 pour passer à 100% d'énergie renouvelable, en faisant monter en puissance les énergies renouvelables, et puis aussi en mettant en place des politiques de sobriété énergétique, par exemple par la rénovation thermique des bâtiments, ou qui sont des mesures à la fois écologiques et à la fois sociales, parce que c'est souvent les personnes les plus modestes qui payent des factures de gaz et d'électricité importantes. On pourrait développer d'autres sujets. Et enfin, dernier sujet, la crise démocratique, qui se voit aussi dans notre circonscription, avec des quartiers où l'abstention atteint des taux de 60-70% dans les élections intermédiaires. Et je pense qu'il faut passer à une 6e République, donner des nouveaux droits aux citoyens, dont on propose par exemple d'interdire le cumul des mandats et d'introduire ce qu'on appelle le référendum révocatoire, c'est-à-dire l'idée qu'à la moitié du mandat, si un élu n'a pas respecté ses engagements, on puisse le révoquer par un référendum et organiser une nouvelle élection. Voilà rapidement un petit peu les raisons de mon engagement. Juste une question, je l'ai déjà posée à la candidate du Parti communiste, et je suis curieux de savoir ce que vous, Manuel Bompard, vous avez voté au 2e tour de la présidentielle, et codicile, parce que c'est pas tant pour savoir ce que Manuel Bompard a voté, jusqu'où vous avez compris ou pas l'interrogation publique qui s'est fait jour quand votre leader a dit « Attendez, non, je veux simplement avoir à consulter. » Mais écoutez, moi je dirais pas pour qui j'ai voté, pour la simple et bonne raison que mon vote est tout à fait personnel, mais par contre je peux vous dire les décisions que j'ai prises. Et en tant que candidat et que personne qui a participé à la campagne de Jean-Luc Mélenchon, j'ai appelé les citoyens à ne pas donner une voix au Front National. Il me semblait nécessaire de faire échec au Front National.
sans pour autant soutenir la politique de M. Macron, puisque j'ai l'ai dit dans mon propos, j'ai des désaccords avec M. Macron, je combats sa politique, et donc il me semblait qu'il y avait différents moyens de battre le Front National. Certains l'ont fait en utilisant le bulletin de vote Macron, d'autres l'ont fait en s'abstenant, d'autres l'ont fait en votant blanc, et je pense qu'aucun d'entre eux n'est à blâmer. Donc vous allez voter blanc secrètement? Non, non, c'est pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que mon vote m'appartient, mais que je reconnais et je respecte toutes les positions qui ont été prises au deuxième tour pour faire échec à M. Macron. Ok, merci M. Santana. Non plus le projet, mais je partage l'idée qu'il faut investir de l'argent et des moyens dans des mesures qui sont des mesures d'égalité élémentaire et qui permettent à des personnes qui sont en déficience visuelle ou qui ont des problèmes de mobilité de pouvoir accéder comme chaque citoyen aux mêmes droits, à la même culture. Donc voilà, moi je suis favorable en tout cas à ce qu'on étudie votre projet, je ne le connais pas en détail, mais effectivement le coût dont vous parlez ne me paraît pas aberrant au regard de la nécessité de mettre en place ce type de mesures. Après sur la question de l'école, là pareil, moi je vais ouvrir un peu le débat, mais il y a des personnes qui ne sont pas là autour de cette table, et bien sûr que la question de l'éducation ne peut pas se réduire qu'à une question de moyens. Mais on a quand même eu une campagne présidentielle et une campagne législative où les personnes qui ne sont pas là, finalement, font la surenchère sur le nombre de postes de fonctionnaires qu'il faut supprimer, sans jamais à aucun moment nous dire dans quel secteur ils comptent les prendre. Voilà. Et je regrette encore une fois que les personnes ne soient pas là pour nous répondre et essayer de nous éclaircir sur ce point. Parce que moi, je veux bien que le problème n'est pas qu'un problème de moyens, mais par exemple, je vous donne un exemple concret dans la circonscription. Vous avez une école maternelle à Rangueil, quartier Rangueil. Il y a 4 classes de maternelle. Là, on annonce, soi-disant parce que les effectifs passent en dessous du seuil nécessaire, qu'on va fermer la 4e classe de maternelle. À partir de l'année prochaine, si ça en reste là, vous allez avoir des élèves en maternelle qui vont être entre 28 et 32 par classe. Vous avez le sentiment que quand on est 32 par classe dans une classe de maternelle, on peut avoir une éducation de qualité? Non. Alors bien sûr, la question des moyens, elle ne résoudra pas tout, mais elle me paraît quand même indispensable. Donc de ce point de vue-là, effectivement, le quinquennat précédent, je suis désolé de le dire, mais il a été décevant et il n'a pas été à la hauteur des engagements qui avaient été pris. Il y avait un engagement qui avait été pris par M. Hollande qui était de créer 60 000 postes d'enseignants supplémentaires. Cet engagement n'a pas été tenu. Et il faut le tenir maintenant, parce qu'on a besoin d'enseignants supplémentaires. Et quand M. Macron propose un dispositif qui permet de concentrer davantage de moyens dans les quartiers populaires, je trouve ça très bien, mais ça ne peut pas se faire au détriment des enseignants dans d'autres quartiers, comme par exemple le quartier Rangueil, qui n'est pas un quartier en zone d'éducation prioritaire, mais qui est un quartier dans lequel il y a quand même une mixité sociale et il y a quand même des difficultés scolaires. Donc bien sûr, il faut mettre des moyens supplémentaires. Et puis je voudrais dire, sans vouloir être trop long, qu'il y a aussi d'autres sujets liés à l'école qui ne sont pas que le nombre d'enseignants. Par exemple, une question qui est posée aujourd'hui, c'est la question de la gratuité réelle d'accès à l'école. Parce que vous avez aujourd'hui des frais, des fournitures, des frais de cantine, un certain nombre de frais annexes à la scolarité qui font que de plus en plus d'élèves ont du mal, les familles ont du mal à financer les frais liés. Donc là, il faut des politiques pour assurer la gratuité réelle de l'éducation. On propose une école obligatoire et réellement gratuite de 3 ans à 18 ans. Et enfin, dernière chose, parce que c'est une bataille que je crois qu'il faut qu'on mène, c'est la bataille de l'enseignement public. Et il y a eu un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place ces dernières années pour détricoter l'enseignement public, notamment la loi Carle qui oblige les municipalités à financer l'enseignement privé. Et pour ma part, je suis pour supprimer cette loi. Voilà. C'est noté. Il y avait une dernière demande de prise de parole de la part du candidat du PR, et puis après on repart vite sur la... d'étudiants aujourd'hui qui sont contraints de travailler, ça pénalise leur capacité à aller au bout de leurs études. Pour ma part, moi je suis favorable à une allocation d'autonomie pour les étudiants de 800 € par mois, versée entre 18 et 25 ans, pendant 3 ans, sous condition de ressources bien sûr, et sous réserve d'une formation qualifiante. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est investir davantage de budget dans l'enseignement supérieur et la recherche, qui font partie des budgets qui ont été comprimés. Je pense que c'est une erreur, parce que quand on investit dans l'enseignement supérieur et dans la recherche, on investit dans l'avenir. Et donc, nous sommes favorables à un doublement du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ensuite, si vous avez des questions, parce que c'est facile de faire des annonces de moyens, voilà, et j'anticipe les questions qui pourraient arriver sur mais comment vous financez tout ça. Je vous invite à consulter le chiffrage de nos propositions qui a été fait complètement, et qui passe notamment par récupérer des marges de manœuvre financières sur la fraude et l'évasion fiscale, les études disent entre 60 et 80 milliards d'euros, sur le pacte de responsabilité, 20 milliards d'euros, sur la réforme fiscale qu'on propose qui génère 10 milliards d'euros de marge de manœuvre supplémentaire. On pourra discuter de ces sujets si vous voulez, mais je tiens à le souligner parce que sinon
la réponse arrive vite, c'est facile de distribuer des milliards. Donc je voudrais vous dire que oui, c'est sans doute facile de distribuer des milliards, mais c'est pas très difficile quand on a de l'imagination d'aller en chercher aussi. Voilà. Ok, Christophe Borgel voulait aussi prendre la parole sur cette thématique. Bon, allez-y. Je voulais intervenir parce que il vaut mieux le dire pour que tous les gens qui suivent ce débat comprennent. Les propos dont parlait M. Borgel, c'était moi qui étais ciblé. Je préfère le dire parce que non, mais c'est pas grave, mais sinon les gens comprennent rien. Donc comme j'ai pas de pudeur de gazelle, comme disaient certains, je préfère le dire et j'ai pas de difficulté avec ce sujet. Moi, j'ai pas envie de créer une polémique sur une opposition factice entre l'échelon local et l'échelon national. Un député, ça a été dit, il vote des lois. Donc c'est à niveau national, et bien évidemment les problématiques qu'on rencontre dans notre circonscription sont les mêmes que celles qu'on rencontre à l'échelle nationale. Si vous voulez des exemples, je vais vous en donner. Moi, député, par exemple, je n'aurais pas permis, monsieur, la privatisation de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Parce que ça a des conséquences. Ça a des conséquences concrètes dans notre circonscription. Quand vous avez des quartiers populaires à Bagatelle et à la Faurette qui sont survolés par le couloir aérien, que vous avez aujourd'hui une augmentation du trafic aérien depuis la privatisation de l'aéroport de 18%. Voilà. Bien sûr que c'est vérifié, c'est dans la dépêche, vous pouvez aller voir si vous voulez. C'est un rapport entre 2015 et 2016. C'est un rapport entre 2015 et 2016, mais chacun vérifiera. Quand il y a 21 vols de nuit aujourd'hui qui survolent les quartiers populaires de notre circonscription. Donc ça, c'est pas le gouvernement que je soutiens, M. Borgel, qui a entériné cette privatisation de l'aéroport. C'est M. Montebourg qui a commencé, c'est M. Macron qui a terminé. Et je pense que c'est une erreur. Voilà, ça c'est une problématique locale concrète. Dans notre circonscription, on a un hôpital public, l'hôpital Rangueil. Moi, député, j'aurais pas accepté la loi Touraine de la destruction de l'hôpital public. Alors ça, c'est une conséquence locale. Voilà. Une politique nationale qui a une conséquence très concrète localement sur l'hôpital Rangueil, les conditions de vie des aides-soignants, les conditions d'accueil des gens qui vont s'y faire soigner, des gens qui habitent dans notre circonscription. Voilà, pour répondre à votre question, comment je vois l'articulation entre le local et le national. Vous avez amené votre claque, c'est pas vrai. Alors, oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé des ordonnances et de la loi travail pour l'instant. Or, c'est un des enjeux majeurs quand même de l'élection de dimanche. Et bien sûr, moi je le dis directement, je ne voterai bien évidemment pas les ordonnances sur la loi travail, et le député ne servira pas à rien, parce qu'au contraire, il relaiera, il organisera, il soutiendra les mobilisations populaires pour y faire échec. Ça, je pense que c'est important. Ensuite, je voudrais dire qu'il y a quand même une difficulté démocratique posée par l'ordonnance, comme ça a été posé par le 49.3 qui a quand même été utilisé un certain nombre de reprises ces dernières années. Et le problème, c'est que c'est un peu la difficulté démocratique de cette élection qu'on voit encore aujourd'hui, où en réalité on n'a pas les contradicteurs qui défendent le programme qui risque d'être mis en place. Et c'est un vrai problème. Donc il y a différents points de vue autour de la table, mais pour ma part en tout cas, il me semble qu'aujourd'hui voter pour la candidate d'En Marche, en réalité, c'est voter pour donner les pleins pouvoirs à M. Macron, puisque c'est quelqu'un qui va déléguer tout son pouvoir au président de la République. Et je pense que c'est un vrai problème démocratique. Ou alors il faut le dire, il faut inscrire dans le programme que l'idée c'est de sortir d'une république parlementaire pour sortir à une forme de république tout à fait monarchique. Mais normalement, les députés, ils sont censés être là quand même pour faire aussi du contre-pouvoir. Donc pour ma part, je ne voterai pas les ordonnances. Et je pense que toutes celles et ceux qui hésitent ou s'interrogent sur le fait de voter pour le mouvement du président de la République devraient y réfléchir à deux fois. Merci.